Les balados de la CSN. Pour cette nouvelle balado-diffusion, Caroline Senneville, présidente de la CSN, discute des défis et des risques de travailler dans la construction en hiver avec Pierre-Olivier Parent, menuisier et représentant en santé et sécurité. C'est que toi, Pierre-Olivier, t'es charpentier dans la construction. Aujourd'hui, c'est une journée d'hiver pas trop froide, mais des journées d'hiver froides, on en a. Comment vous dealez avec ça sur les chantiers? On a l'obligation de rentrer si on veut pouvoir travailler, avoir notre paye. Fait que c'est sûr qu'il faut s'organiser en conséquent. Je dirais déjà que l'hiver qu'on a là est quand même assez clément par rapport à celui de l'an passé, par rapport à d'autres fois. Ce qui est tout le temps le défi, c'est les écarts de température. Le fait de s'accoutumer, déjà à l'automne, c'est une transition. Je pense que c'est dans les transitions que c'est le plus difficile. Quand il se met à faire plus chaud, puis qu'on fait face, par exemple, à un mélange de pluie et de neige, là, ça, c'est compliqué. Et je pense que la clé, c'est dans l'équipement, c'est dans la manière qu'on a de s'habiller. Définitivement, l'employeur, lui, il a la responsabilité de fournir les équipements de protection individuelle et tout, mais comme travailleur, on ne peut pas se fier à ça pour passer une journée sans engelure. Il faut amener des paires de gants de spare, une rechange, il faut s'habiller avec un petit peu de jugeote. Puis ça, c'est en l'essayant. Moi, je suis tout le temps curieux de voir aussi les recettes que le monde développe à travers le temps, parce que véritablement, il y a des petits trucs, des petites méthodes. Puis moi, disons, une affaire qui m'a frappé, c'est à quel point, disons, pour des travailleurs qui arrivent au Canada, par exemple, là, qui sont des nouveaux arrivants puis qui intègrent l'industrie de la construction ou qui sont même en périphérie, comme des signaleurs routiers, par exemple, mais avec qui on travaille puis qu'on collabore tous les jours, bien, il faut croire que dans le processus d'accueil, c'est pas tout le monde qui reçoit le mémo sur les conditions météo. Fait que d'avoir du monde comme, mettons, trop habillé, mais sans mitaine, pas de sucre, bien, c'est un tracas. Tu peux pas faire ta journée comme ça, c'est sûr. Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises de, justement, en voyant des situations un peu tricky, d'aller voir la personne, dire « Hey, comment t'es habillé? » puis poser des questions. C'est comme intime, mais en même temps, un coup que tu t'aperçois que la personne est full d'écoute, là, c'est que ça lui sert par la suite. C'est ça, il y a des gens qui peuvent être comme semi à l'abri quand les murs sont montés, etc. Mais effectivement, les signaleurs sont à l'extérieur, beau temps, mauvais temps. Plusieurs corps de métier sont à l'extérieur à cœur de jour. Encore là, par rapport aux bâtiments chauffés, je parlais des transitions, bien ça, c'en est une transition. Tu as une partie de l'ouvrage qui est en dedans, tu as une partie de l'ouvrage qui est dehors, rentre, sort. Là, il faut s'adapter. Il faut avoir plusieurs couches pour pouvoir en noter une si on a trop. Exactement. Puis c'est... Qui disait, là, il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste du monde mal habillé. Je pensais que ça venait du Québec, ça, mais ça a l'air, ça se dit en Norvège puis en Russie aussi. Fait que, pour moi, ça doit être les Inuits avant nous qui ont inventé ça. Il y a un climat qui se ressemble, ouais, ça doit être ça. Mais ça, c'est crucial. Puis, pas rien que de pouvoir se changer puis s'adapter à la pénibilité de l'ouvrage, là, tu sais. Si on est pour avoir chaud, ben, on note une coupe de couches, mais je pense que c'est aussi d'avoir accès à des emplacements pour se réchauffer puis pour sécher le linge. C'est ça, parce que c'est pas juste je suis bien habillée à un moment donné, c'est des temps de pause. Quand le mercure descend vraiment, j'imagine que là aussi, on peut demander des temps de pause plus longs pour se réchauffer. C'est-tu possible, ça? Il faut que ça soit possible. Il faut que ça soit possible. Puis, je dirais, un des défis, c'est même, on parlait des horaires tantôt en s'en venant ici, bien, on commence les journées tellement tôt, c'est la période la plus froide dans la journée. Quand on commence à 6, 6h30, 7 heures, l'hiver, c'est là qu'il fait le soleil n'est pas sorti encore, puis c'est là qu'il fait le plus frais. Puis on commence la journée, on est craqué, on vient de boire 2 cafés de fil, on monte sur la dalle en haut. Moi, j'étais menuisier dans le coffrage, puis ça nous arrivait de monter 4, 5, 6 étages dans les escaliers. Ça fait le petit workout, tu arrives en haut, puis là, hey, la petite sueur, toi, bien ça, c'est ton ennemi. Parce que si tu restes trempe, bien c'est là que tu vas être faite. Les pauses, c'est définitivement quelque chose qui est nécessaire. Il y a plusieurs compagnies qui, disons, autour de moins 26, rendent la présence volontaire. C'est une base volontaire. Entre autres, des compagnies de couvreurs que je connais qui font ça. S'il fait en bas de moins 26, il oblige personne à rentrer. Mais tu as une perte de salaire. Oui, mais tu as une perte de salaire aussi si tu fais ça. C'est pas les tropiques quand tu es sur un toit, là. Non, tout à fait. Puis les pauses, bien, moi, la
connaissance que j'en ai, c'est que en tant que telle, il y a des directives. Et elles ne sont pas de la CNSST comme telle. Elles sont présentées par la CNSST, mais elles viennent de la Saskatchewan, qui eux aussi ont des enjeux, entre autres, la vélocité du vent. Il peut faire... Tu travailles en hauteur, effectivement, puis tu n'es pas protégé. Là, on n'a pas ce que le mercure dit. Là. Quand on a l'application Météo Médio, etc., il faut véritablement prendre la lecture des conditions dans lesquelles on est, parce que juste le facteur vent peut faire varier la température énormément. Puis, à partir du moment où le corps est plus capable de se réchauffer, c'est là qu'on a fret. Fait que l'hypothermie, contre toute attente, mais ça peut se passer même quand on n'est même pas en bas de zéro. C'est quand on est dans une situation où le corps perd plus de chaleur que ce qu'il en gagne, on est dans le pétrin. Donc, je dirais, les pauses, on voit des régimes de pause, mais de mon point de vue, il va falloir que ça devienne à un moment donné des directives plus claires, autant pour le travail à la chaleur extrême que pour le froid. Pour que le corps récupère à un moment donné. On voit sur les différents milieux de travail, selon le rapport de force, selon qui est là, que ça va se faire ou pas, puis ça va pas se faire selon tous les employeurs, etc. Je pense qu'à cet égard, le rôle des représentants santé-sécurité, les représentants des travailleurs, RSS, ont un rôle à jouer pour pousser ça puis faire que ça devienne une manière de fonctionner qui n'est pas vue comme un empêchement de tourner en rond. Au contraire, ça te permet de terminer tes journées, ça te permet de continuer à avancer le projet, à ne pas avoir de perte de salaire parce qu'ils te renvoient à la maison parce que tu as une insolation, etc. Puis l'été, on le voit de plus en plus, les compagnies fournissent l'eau, mais faut pas oublier que l'hiver, on se déshydrate aussi, puis ça, c'en est un des facteurs où est-ce qu'on se met à risque. L'hiver, on oublie qu'on a soif là, à cause des conditions, puis ça peut être un danger, ça aussi. Techniquement, là, aussi, là, quand il fait froid, mettons que tu es bien puis tu es réchauffé aussi, mais ta job, elle peut être plus difficile à faire. Il y a des jobs qui doivent... Ça ne doit pas être la même chose, des matériaux qui sont à moins 20 puis des matériaux qui sont... Oui, tout à fait. Essayer de, mettons, comme dans le coffrage, par exemple, marquer nos panneaux puis snapper une ligne au chockline là, avec la ligne à craie, aller, même quand tu n'as pas de gants dans les mains, aller chercher la petite ligne, c'est tannant. Fait qu'une puis deux paires de gants, là, photo de ça. Fait qu'il arrive ce qu'on appelle des gants de menuisier, où est-ce qu'il manque 3 doigts sur une main pour être capable d'attraper les vis, d'attraper les doigts. Mais la peau est exposée. En bas de moins 30, ça peut geler en bas de 10-15 minutes. Ça fait qu'il faut se surveiller puis adapter les méthodes de travail. Puis il faut que la pression elle soit pas transmise sur le travailleur. Oui, les entrepreneurs veulent que les projets avancent, mais à un moment donné, ça peut pas se faire aux dépens du monde qui... Certainement pas au détriment de leur santé et de leur sécurité. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Puis, tu sais, je disais, aujourd'hui, c'est une belle journée. On n'a plus les hivers qu'on avait. Mais une chose qu'on a souvent, c'est moins de neige, plus de variations de température, plus de pluie verglaçante, plus de glace. Ça ne doit pas être joyeux, ça non plus. Dans le Code de sécurité sur les travaux de construction, là, qui est l'application spécifique de la RSST et de la LSST pour les chantiers, il y a une obligation du maître d'œuvre, de l'entrepreneur général, si on veut, de maintenir toutes les voies de circulation, déneiger, de répandre de l'abrasif pour pas qu'on se plante, etc. Parce que vous pouvez vous promener avec des charges, puis des outils, puis des... Oui. C'est pas une petite promenade dans la campagne. Tout à fait. Là. Fait que là, ça aggrave le risque de chute. Ça, c'est définitif. Ensuite de ça, il y a aussi le contact avec tous ces objets-là qu'on touche en métal, etc., ça aussi, ça fait qu'on vient les mains, qu'on n'est plus capable de se réchauffer. Il y a très peu d'outils, disons, qui sont adaptés à l'hiver québécois ou qui ont des accommodations faites pour ça. Les couvreurs sont chanceux. Ils ont souvent une torche quand ils font de la membrane élastomère. Ils se réchauffent sur leur flamme. Encore là, c'est du cochère, il faudrait voir. Mais non, tout ce qui est la circulation, le déneigement, ça rajoute du temps sur les projets. Puis, ce qu'on doit constater, par contre, c'est que de plus en plus, les projets n'arrêtent pas l'hiver. Il y a vraiment un caractère saisonnier qui reste constant dans l'industrie de la construction, mais moi, je le vois moins. Puis des compagnies qui font l'année au complet, c'est plus exceptionnel. C'est vraiment quelque chose qui se passe de plus en plus. Puis la capacité de la main-d'œuvre à s'adapter à ça, c'est dans nos syndicats, c'est grâce à nos RSS, nous autres, il faut qu'on se prenne en charge parce que visiblement, les employeurs, ils continuent de demander le même rendement alors que les conditions même ne le permettent pas. Là. Moi, je me rends compte qu'une des affaires qui manque vraiment, c'est être capable de faire sécher nos affaires. Souvent, on se retrouve dans des roulottes un peu rudimentaires avec les calorifères qui sont bien pleins, les bottes, les gants, la tuque de l'un, de l'autre. Moi, je veux dire, ça sent assez bon dans ces chacs-là, à part de ça. J'imagine. Fait que, tu sais,
Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, Mais c'est là, pas... on tombe, je trouve, en tout cas, carrément dans des conditions d'hygiène. Puis ça me fait penser à la pandémie, tu sais. Quand il y a eu la pandémie, au miracle, l'eau courante est arrivée sur les chantiers. Tu sais? Est-ce qu'elle y reste? C'est ça aussi la vraie question. Non, c'est ça. En conditions hivernales, la salle de bain qui est fournie par le maître d'œuvre est censée d'être chauffée jusqu'à 20 degrés Celsius. Des fois, à cause de la logistique, bien, il y en débranche une, un coup qui est gelé, on ne peut plus la dégeler. Les obligations sont dans le code, puis c'est vraiment le combat des fers appliqués. Dans ce sens-là, oui, la COVID a donné un coup de barre, si on veut, mais ça reste que devant la possibilité de continuer les travaux à l'année longue, c'est pas tous les employeurs qui prennent les moyens nécessaires pour remplir les obligations qui sont les leurs au niveau autant du local de pause que de l'accès aux toilettes, que d'avoir des températures aussi qui sont convenables. Oui, puis des températures convenables dans nos temps de pause, parce qu'on en a aussi pour... Tu sais, quand on mange, dans quelles conditions on est installé pour prendre son lunch? On peut-tu se réchauffer? On peut-tu se sécher? On peut-tu se laver les mains? Ça a l'air bien compliqué. Ça a l'air bien compliqué dans la construction, tandis que pour avoir travaillé dans d'autres secteurs, en foresterie, dans le nord du BC, en Colombie-Britannique, ou avoir travaillé même ici dans l'événementiel, avant d'être menuisier dans la construction, j'étais menuisier dans l'événementiel, puis on allait prendre la pause, il y avait 2 sécheuses. Ils avaient acheté 2 sécheuses seconde main, ils avaient branché ça, puis on pouvait mettre toute notre fatras là-dedans, puis on venait de la pause, puis la journée partait en eux quasiment, là, versus d'avoir... puis en foresterie, c'est une tente séparément avec des cochons au gaz qui permettaient de sécher le matériel. Fait qu'au-delà de nos rechanges... On n'a pas une technologie pour aller sur la Lune, là. Puis ça, c'est des conditions observables. On voit qu'on a les pieds trempes, on voit qu'on a les mains gelées, tu sais. Mais il y a quand même des enjeux avec le travail en hiver, le travail dans le froid, je dirais par rapport, par exemple, au chauffage temporaire. Puis tous les dangers liés au monoxyde de carbone, par exemple, parce que des sections de chantier, des sections de bâtiments vont être chauffées en temporaire, qui disent avec le gaz naturel ou le gaz propane parfois. Bien, je veux dire qu'au niveau de l'installation gaz, est-ce que cette installation-là, ça coche, est-tu réglementaire? Est-ce que les émissions sont contrôlées? On veut garder la chaleur. C'est sûr que s'il y a juste une mince toile de polyéthylène qui sépare le côté chaud du côté froid, la déperdition thermique est immense. Ils veulent tout garder ça, la chaleur. En même temps, bien, l'air respirable, c'est l'enjeu de base. Puis le monoxyde de carbone, bien, il est inodore. Fait que moi, je trouve ça terrible. Ça m'est arrivé moi-même là, d'avoir à mettre en garde, disons, dans des équipes du monde, de dire bien là, si jamais vous sentez que vous avez un petit peu mal à la tête, les yeux qui piquent, faites signe, on va sortir, on va aérer. Ça, là, bien, c'est que tu es déjà exposé, puis comme on est déjà sur le chemin de l'intoxication. Tandis qu'avoir des détecteurs sur lesquels il peut y avoir une lecture, puis avoir un signal sonore, c'est ça que ça prend. C'est ça que ça prendrait partout, de la même manière que ça prend tout le reste des équipements de sécurité. Ça, c'est déjà un équipement de sécurité collectif qui va permettre à tout le monde d'agir en conséquent. Les opérateurs de machinerie lourde, les opérateurs de pelle vont parfois avoir des détecteurs 4 gaz, dont typiquement le monoxyde. Ça va être utilisé pour les travaux en espace clos. Ces choses-là, ils utilisent le même appareil. Mais sur des chantiers où est-ce que plusieurs corps de métier sont impliqués, où est-ce qu'il y a beaucoup de va-et-vient, ça, c'est un enjeu là, que je trouve vraiment préoccupant. Puis quand on soulève ça, moi, ça reste étonnant, autant avec les travaux au froid qu'avec autre chose, mais quand on soulève des enjeux, le nombre de fois que du tac au tac, quelqu'un répond, dit « Ah oui, c'est vrai, moi, c'est une job. » Puis là, il te sort une anecdote. Puis après ça, un autre. Puis une fois sur 2, ces discussions-là, on parle du gars qui est mort telle année. Tu sais, ça... Je veux dire, moi, je n'ai pas fait les Forces armées canadiennes, mais ça a l'air de brosser en mot-à-dit dans la construction à comparer. Sans compter toutes les rasées puis passer Oui, tous les quasi-accidents, moi, Des risques d'incendie, ça doit exister aussi avec tous les appareils de chauffage... De la soudure proche des lignes de gaz temporaire, c'est tout le temps excitant. Il faut demander des permis de travail à chaud. Il y a des protocoles à suivre. C'est là que, disons, l'impératif de production versus le gros bon sens, là, il ne faut pas que les deux s'entrechoquent. Il y en a qui va avant l'autre, puis c'est de regarder son aire de travail avant, puis de parer à toute éventualité, avec l'idée que la plupart des bâtiments, autant résidentiels que publics, à l'avenir, soient alimentés à l'électricité plutôt qu'au gaz naturel, plutôt qu'aux énergies fossiles. Bien, j'ai l'impression que là, on aurait peut-être l'occasion de se déprendre de cette mauvaise habitude qu'on a là de brûler du gaz à fond la caisse pour faire que le béton prenne. Là, t'sais. C'est que la RSS, là, il y a un carnet de commandes plein. Risque d'engelure. Hein? Risque de glisser. Est-ce que l'habillement est correct? Est-ce qu'on a du temps de pause? Est-ce qu'on est au sec? Est-ce que l'air est respirable? Est-ce qu'il y a des risques d'incendie? Ça fait que vraiment, quand on regarde
un chantier en hiver, c'est beaucoup de défis de santé et sécurité quand on regarde la longue liste, là. C'est beaucoup de défis de sécurité, puis c'est de voir aussi les moyens qui sont pris par les travailleurs-travailleuses pour s'adapter à ça. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs qui vont au-delà, puis vont dépenser 300-400$ pour leur belle grosse bottine, vont avoir un coat. Hey, c'est ton coat d'ouvrage, tu vas pas le cochonner puis acheter un canuc à 500-600$. Tu t'achètes un autre manteau d'hiver, mais il faut pas que ça soit une patente qui ne tient pas au chaud. Tu t'achètes du linge technique pareil. Tout ça, c'est des dépenses qu'on assume, nous autres. Là. Le 25 cents qui nous autres par paye pour compenser pour nos bottes de sécurité, c'est pas vrai que ça le remplit, mais pas pantoute, là. Ouais. Fait que ça, c'est des obligations. Quand l'employeur, là, à 51, dans la LSST, il a l'obligation de fournir un lieu de travail qui est exempt de tout danger, là, bien, il y a une partie de ça qui pourrait être sur nos EPI, étant donné les conséquences. Puis ça, c'est pas juste vrai pour l'hiver, ça va être vrai pour l'été. Avec les températures extrêmes et le changement climatique, on met les travailleurs dans des situations extrêmes qui méritent des équipements extrêmes si on est pour continuer à runner comme ça. Là, dans la construction, le ministre du Travail a déposé un projet de loi qui va venir modifier la loi, la R20, là, la fameuse loi qui encadre tout le domaine de la construction. Oui. Projet de loi 51. Oui, projet de loi 51, tu connais ça. Notamment, il veut rendre plus souple, je vais dire ça comme ça, la frontière entre les différents métiers, les différentes occupations. Ça peut-tu avoir un impact sur la santé et sécurité? Ça peut avoir un impact sur la santé et sécurité, c'est définitif. Pourquoi ça en aurait un? Bien, c'est au niveau de la formation puis de la manière dont les gens arrivent préparés à faire des tâches. C'est essentiel d'avoir un système comme on a actuellement dans l'industrie traditionnellement. Il y a un système de compagnonnage. Maintenant, là, de faire rentrer les gens à la pochetée dans l'industrie puis d'ouvrir les bassins puis tout le kit, ça se veut une solution à la pénurie de main-d'œuvre. Tandis que ce que ça peut avoir comme effet insidieux, puis on commence à le voir, bien, c'est diluer la compétence puis la qualification de plus en plus. Alors, moi, de permettre aux gens de faire des tâches d'un autre métier, il faut se rappeler que le contexte où ça s'est fait lorsqu'il y avait pénurie d'heures dans l'industrie. C'était vraiment ça. Puis les associations patronales étaient aussi de celles qui voulaient ce cloisonnement-là parce qu'il y avait des compagnies de plus en plus spécialisées. Fait que moi, des boss qui, d'un sens, veulent des employés ultra spécialisés qui posent rien que la laine, puis qui en veulent d'autres là, qui sont capables de poser la laine, la couverture, le parement extérieur, puis toute la balance, branchez-vous. Branchez-vous. Moi, je pense que la question de la polyvalence, c'est une vertu qu'à d'être polyvalent, mais encore faut-il être prêt à faire les tâches qui sont demandées de nous. Au niveau de la formation, on voit des fast-track en formation qui sont une aberration quant à moi. Même les enseignantes dans les DEP n'en parlent, que ça n'a pas de bon sens de faire ça vite de même. Et ça, là, ça fait rien que t'as préparé. Quand tu arrives jour 1, ton 150 heures, là, tu vas pas avoir ton DEP, tu es considéré comme étant vert, pareil. Là. Puis c'est là que le compagnonnage, il joue tout son rôle. Puis ça, c'est ce qui est une particularité des travaux dans le secteur de la construction puis du travail manuel, c'est qu'il y a un geste, il y a une manière d'être au monde qui nécessite des petits trucs, des petites méthodes. Puis quand on n'a pas de sécurité d'emploi, bien, c'est pas vrai qu'on va donner ces trucs au premier qui est arrivé. Parce que quand l'ouvrage descend, bien, on veut que le boss il nous rappelle. Fait que nous, on est le meilleur qui rappelle en premier de tout. Fait que se mettre à dispenser la connaissance comme ça, c'est un enjeu quand on n'a pas la sécurité d'emploi. Mais pas avoir la sécurité d'emploi dans une industrie qui fait 200 millions d'heures par année, là, c'est quoi cette histoire-là? On est en 2024 ou bien on ne l'est pas. Il n'y a pas de raison que les boss s'en mettent dans les poches comme ça puis que nous autres, on soit précaires comme si on était les dernières retards. Ça n'a aucun maudit bon sens. Fait que moi, la loi 51, si ça peut servir à faire un débat sur les conditions de travail dans l'industrie de la construction, let's go, parce que c'est pas vrai qu'on va réussir à garder du monde dans l'industrie si les conditions sont pas meilleures que ça. J'espère que ça va être un débat, puis la CSN va être là pour faire entendre sa voix avec ses travailleurs, ses travailleuses de la construction. C'est que ça va se passer probablement au mois de mars, la commission parlementaire. Puis après ça, on va rentrer dans une autre période importante pour toute l'industrie de la construction. C'est le maraudage avant la négociation. Toi, Pierre-Olivier, pourquoi tu as choisi la CSN? Moi, j'ai choisi la CSN parce qu'en plus d'être à la défense de nos conditions de travail au jour le jour, bien, être aussi actif dans les luttes sociales. Quand on sort de l'ouvrage, bien, on a une société, quand même qu'on a augmenté notre salaire, si partout les taxes montent puis que les frais puis que la privatisation continue, bien, on va être dans le pétrin. Fait que la CSN se positionne sur les questions sociales, je trouve que c'est ça le travail des syndicats. On ne voit pas ça dans toutes les organisations. Moi, c'est ce qui particulièrement la CSN m'a fait dire, bien, moi, je paye une cotisation, mais je contribue à la cause puis à un mouvement plus large. Moi, c'est essentiel. Est-ce que ça l'est pour tout
le monde, je ne sais pas. Est-ce que ça prend une cotisation plus chère pour faire ce travail-là? Bien, visiblement pas. La CSN est rendue avec la cotisation la moins chère dans l'industrie. Il y a toute une historique de lutte avec la CSN qui fait que le travail que la CSN Construction, que la FNSBB avant elle, la Fédération nationale des syndicats des bâtiments et du bois, a fait, bien, on a façonné les conditions de travail puis le cadre législatif de l'industrie. Fait que le ministre soit avec la loi 51 travailler là-dedans, bien, ça, c'est quelque chose que la CSN, elle a laissé sa trace sur la longue run dans cette industrie-là. Puis je pense que sa présence continue est nécessaire pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses de l'industrie, là. On est là depuis 100 ans, hein? Ça paraît parce que... Cette année. Puis ça paraît parce que quand on regarde tous les mécanismes dont s'est dotée l'industrie, bien, on ne serait pas dans la même situation du tout si la CSN n'y avait pas été. Le maraudage, c'est quand même une étape divisive, je dirais. Moi, je trouve ça difficile parce que je reste toujours conscient qu'on partage le même sort comme travailleurs sur les chantiers. Et c'est trop facile pour des locaux de métier ou un syndicalisme corporatif de partir avec la POC, si on veut. De mon point de vue, que les travailleurs-travailleuses aient un choix d'allégeance syndicale qui leur appartient, ça reste essentiel, mais surtout qu'ils puissent exercer leur droit de vote pour les changer selon leur bon vouloir, parce qu'actuellement, le processus de votation, il n'est pas là pantoute, là. Fait que je pense qu'il y a quelque chose au niveau de la démocratie syndicale dont il faut se faire les promoteurs pour que le choix d'allégeance syndicale nous appartienne. On a cheminé beaucoup par rapport à l'intimidation puis par rapport aux luttes intersyndicales pour le contrôle de l'ouvrage. Il y a assez d'ouvrages pour qu'on arrête de s'ostiner. À un moment donné, là, il faut qu'on regarde c'est qui est en face de nous, qui nous fait travailler, puis ils le font-tu dans les bonnes conditions. Ça, c'est pas une question de maraudage, ça, c'est une question de solidarité syndicale, puis c'est pendant les négos qu'on se tient ensemble. Moi, je garde tout le temps ça en vue parce que sans ça, se mettre à faire des guéguerres entre les unions, moi, je pense qu'on a un ennemi commun, puis c'est là-dessus qu'il faut se tourner. Pierre-Olivier, vraiment, merci. Tu parles avec passion de ton métier, tu parles avec passion de ton industrie. Puis vraiment, je pense que les travailleurs et travailleuses de la construction sont en bonne main avec des représentants comme toi. Merci pour le temps pris pour faire l'entrevue. Puis c'était des questions pertinentes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Fait que tant mieux si on peut provoquer la discussion, pas juste sur nos conditions de travail, mais sur les conditions plus larges dans la société qui font qu'on est rendu à travailler beau temps, mauvais temps. Puis il faut s'adapter à ces conditions-là. C'est tout pour cet épisode de Faire le point, le balado de la CSN. Nous vous reviendrons ce printemps pour un autre entretien passionnant.